Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la condition carcérale en question, les prisons, ces lieux de privation de liberté, maisons d'arrêt, centres de détention, maisons centrales, des réalités carcérales très différentes. Ils sont aujourd'hui, d'un établissement à l'autre, environ 80 000 détenus en France. Malgré les évolutions, malgré les réformes, la détention dégrade. Voilà ce que nous dit une longue enquête de 30 ans réalisée par la sociologue Corinne Rostin sur un terrain qu'elle connaît bien. Professeure à l'Université de Lyon 2, elle est aujourd'hui l'auteure de Une institution dégradante, la prison, qui paraît chez Gallimard. Bonjour à vous, Corinne Rostin. Bonjour. Merci d'être avec nous. 30 ans que vous travaillez effectivement sur ce terrain qu'est la prison. Et vous le dites, vous l'écrivez tout de suite, c'est un terrain pas comme les autres, un terrain qui vous est à la fois familier, depuis le temps que vous vous rendez dans des prisons, et notamment des prisons de femmes, mais c'est aussi un terrain dont vous êtes toujours soulagé de sortir ou de ressortir. Pourquoi avez-vous continué à travailler sur cette question? Et surtout, ce sera peut-être le deuxième temps de votre réponse, mais est-ce qu'il y a des évolutions notables qui ont commencé à apparaître au bout de 30 ans? Si je me suis intéressée toujours à cette institution, c'est peut-être déjà parce que j'ai trouvé que c'était une institution complexe, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Et du coup, j'ai toujours étudié des sujets différents. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai mené des recherches sur des thématiques variées, en fait, puisque j'ai travaillé aussi bien sur la relation carcérale que sur la violence, que sur les activités en détention ou encore sur la religion. Et actuellement, je travaille sur la mixité. Donc, à chaque fois, il y a eu un renouvellement aussi des thématiques. Mais malgré tout, le cadre reste contraignant. Les tensions sont toujours là, toujours présentes. Et même avec cette violence omniprésente. Et cette tension également pèse sur la sociologue que je suis. C'est-à-dire c'est un milieu où on n'est jamais à l'aise, où je suis toujours mal à l'aise. Voilà, on ne s'y habitue jamais. On ne s'y habitue jamais. Et on ne sort jamais indemne de prison. C'est-à-dire que ça remet en cause aussi nos perceptions, parfois même nos valeurs, parce qu'on est au contact aussi avec l'enfermement, avec la souffrance, avec aussi parfois des moments heureux, mais c'est un terrain quand même très pesant. Ça, et peut-être aussi la particularité du chercheur qui travaille comme vous sur un terrain comme la prison, c'est qu'il va dans un lieu d'enfermement dont il est libre de ressortir. Il peut retrouver, lui, cette liberté, mais il peut aussi s'y enfermer en passant du temps dans ce terrain de sa propre volonté pour comprendre ce qui s'y joue. Est-ce que vous diriez que après tous ces différents aspects que vous avez déjà étudiés au cours de 30 ans d'enquête sur ce terrain qu'est la prison, le sujet qui est au cœur de ce livre-là, c'est la question de la dignité. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est la dignité pour vous? C'est vraiment cette question de se dire les conditions de détention semblent s'améliorer pour une majorité des personnes incarcérées. Les conditions de travail également pour les personnels. On va dire que la prison s'est institutionnalisée d'une certaine façon. Les personnes, donc les personnels sont devenus des professionnels. Et en même temps, on est toujours avec cette surpris par des conditions dégradées, par l'indignité de la vie au quotidien, pour des personnes qu'on place dans des situations indécentes en permanence, dans un cadre indécent, dans des conditions indécentes. Dignité ou un appel à la dignité, on a entendu ce mot dans la bouche récemment du garde des Sceaux. C'est pas la première fois qu'un ministre de la Justice évoque cette question de la dignité en lien avec la prison. Il est intervenu récemment au Sénat, Éric Dupond-Moretti, pour soutenir une proposition de loi devant permettre aux détenus de pouvoir contester leurs conditions de détention, justement quand elles seraient indignes. On l'écoute. J'ai une certitude qui m'a accompagné durant toute ma vie d'avocat et qui, désormais garde des Sceaux, me conduit à agir. La privation de liberté ne peut pas être une privation de dignité. Vous le savez, la crise sanitaire a généré une réduction inédite de la population carcérale.
Mais depuis la reprise de l'activité juridictionnelle, le nombre de détenus augmente à nouveau. Nous comptabilisons 5 000 détenus de plus depuis le premier déconfinement et 849 détenus sont aujourd'hui contraints de dormir sur des matelas posés à même le sol. Nous devons donc mettre un terme à cette situation et mettre en place une politique carcérale cohérente et volontariste, car nous ne pouvons pas perdre cette opportunité d'une population pénale maîtrisée, offrant à la fois de meilleures conditions de détention comme de travail pour les personnels pénitentiaires. Car nier les droits fondamentaux des personnes revient à contester leur humanité même. Alors cette fois-ci sera-t-elle la bonne? Combien de fois, Corinne Rostin, les autorités publiques, l'opinion a-t-elle été alertée sur cette situation? Incalculable, un nombre incalculable de fois. C'est-à-dire que c'est un débat qui est récurrent actuellement. On voit bien qu'en permanence, on essaye de défendre donc l'amélioration des conditions de détention. On parle de la décence. C'est vrai que cette décence des conditions, c'est-à-dire il faut absolument préserver donc des conditions qui, comme il l'a dit, donc permettent vraiment à l'individu de rester lui-même dans des conditions dignes. Et donc, on se retrouve vraiment dans une situation qui n'est pas tolérable actuellement dans les prisons françaises et régulièrement on retombe dans ce même débat. Comment améliorer cette situation? Déjà, en luttant contre la surpopulation. Ça, c'est vraiment le premier point fondamental. C'est-à-dire qu'il faut réduire le recours à la peine d'emprisonnement parce que quand on est avec des taux de surpopulation comme c'est le cas de nouveau actuellement, on a connu une situation exceptionnelle pendant la crise sanitaire puisque il y a une ordonnance du 25 mars 2020 qui a permis justement de réduire la population carcérale de 5 000. L'objectif, c'était que 5 000 personnes, mais on a même fait baisser la population de 13 000 personnes. Donc, on s'est trouvé dans une situation quasiment idéale, sans trop de surpeuplement. Et de nouveau, la population augmente. Et de nouveau, la réaction gouvernementale va être de construire de nouvelles prisons. Oui, parce que ça, c'est les deux possibilités pour réduire la surpopulation. Alors là aussi, vous direz que c'est peut-être une histoire sans fin. C'est construire plus de places de prison, augmenter le parc, ou réduire le nombre d'incarcérations, c'est-à-dire diminuer l'utilisation de cette peine, comme vous l'évoquiez, et au fil des majorités, l'une ou l'autre est régulièrement privilégiée. Vous dites qu'il n'y a pas de hausse de la criminalité aujourd'hui, malgré l'augmentation ou la réaugmentation du nombre de détenus récemment? Oui, l'augmentation de la population carcérale n'est pas en lien avec l'augmentation de la criminalité. Au contraire, même, on pourrait noter une baisse de la criminalité. Donc, c'est vraiment d'autres mesures, notamment des mesures sécuritaires, qui ont créé de nouvelles lois, notamment des lois plus strictes en matière de récidive, qui condamnent davantage les personnes en situation de récidive, ou alors on a créé même de nouvelles infractions qui conduisent des personnes à être de nouveau condamnées à l'emprisonnement. Donc c'est ces éléments-là, c'est-à-dire que c'est vraiment en amont là, de la prison que se joue au niveau de la politique pénale et pénitentiaire. Vous distinguez quand même les différentes situations, les différentes réalités carcérales entre les maisons d'arrêt, les centres de détention, les maisons centrales. On n'y met pas les mêmes détenus, ou en tout cas les personnes n'y sont pas détenues pour les mêmes raisons. Certains sont encore des prévenus, c'est-à-dire en attente d'un jugement et en attente de peine, alors que d'autres sont déjà dans des situations où ils ont été condamnés, certains pour de courtes, d'autres pour de très longues peines. Les maisons d'arrêt sont, à vos yeux, et vous le racontez, parmi les établissements que vous avez pu arpenter, les lieux les plus choquants. Pourquoi ? Je crois que c'est vraiment assez important de souligner cette contradiction. C'est-à-dire finalement le traitement le pire réservé finalement aux personnes qui sont prévenues, donc pas encore condamnées ou condamnées à des courtes peines. Tout simplement déjà du fait de la surpopulation. Donc ça c'est le premier point. Cela entraîne de la promiscuité. Les personnes sont plusieurs, donc sont incarcérées à plusieurs par cellule, alors même qu'on prévoit l'encellulement depuis le 19e siècle et qu'il n'a jamais été finalement mis en pratique. Et surtout parce qu'en maison d'arrêt, il y a une forte inoccupation. C'est-à-dire que les personnes passent en général 22 heures sur 24 en cellule, juste le temps de la sortie en courte promenade. Le reste du temps,
ils sont dans une situation d'ennui, d'inoccupation, et le temps passe encore moins vite, d'autant plus qu'il y a cette incertitude liée à la peine. Donc c'est vraiment un temps là qui est gâché, un temps perdu. Et c'est alors que dans les maisons, dans les centres de détention ou en maison centrale, on se retrouve avec des personnes qui, au contraire, sont dans des cellules individuelles, peuvent accéder à de nombreuses activités, formations ou travail. Et dans ce cas-là, la vie, le temps déjà passe beaucoup plus vite au quotidien. Et ça se traduit dans les chiffres, hein. C'est un exemple et vous le donnez. Encore aujourd'hui, le coût d'une journée de détention s'élève à 89 € par détenu en maison d'arrêt, 106 en centre de détention et 191 € en maison centrale à cause de personnels plus nombreux et d'investissements en matériel de sécurité. Il y a ça, mais il y a aussi peut-être l'investissement que l'on fait sur ces situations de longue durée. Il faut aussi penser à comment occuper les détenus, comment aussi les aider à construire une vie, quand elle est sur le temps long, dans ces lieux d'incarcération, d'enfermement. En 2020, en janvier encore, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses conditions de détention, pour ses prisons. Je dis encore parce que c'est loin d'être la première fois. Et cette fois-ci, c'était justement cette question des prisons surpeuplées qui était montrée du doigt. C'est une décision que l'avocat des requérants, comme souvent les avocats, mais Patrick Spinozzi, a quand même souligné comme étant assez historique. Ce qu'il est là, peut-être dans cette situation, c'est quoi? C'est la reconnaissance de droits aux personnes incarcérées, leur possibilité d'être requérants et d'obtenir des droits. Alors cette situation, elle est plus ancienne, c'est-à-dire que l'octroi de droits et la reconnaissance de droits aux personnes incarcérées est antérieure. Donc, et le recours, les possibilités de recours devant des juridictions datent plutôt des années 90. Donc, mais cette situation, c'est vrai, reste exceptionnelle parce qu'il y a vraiment il y a une pression quand même du Conseil constitutionnel pour faire donc changer la loi. Et donc, il y a une pression qui s'est faite, donc toujours la même chose, du point de vue européen ensuite, par la Cour européenne des droits de l'homme, puis le Conseil constitutionnel, puis donc sur nos instances nationales. Donc oui, c'est assez exceptionnel parce qu'il a fallu réagir en urgence, mais moi, d'un point de vue plus historique, parce que moi je m'inscris beaucoup plus dans un temps long, j'observe quand même que ces situations sont régulièrement fréquentes. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la situation carcérale, dans ce qu'on appelle le avoiding blame politics. C'est-à-dire qu'on réagit toujours, c'est une politique en réaction à des plaintes ou à des recours. Donc, ce n'est pas du tout une volonté proactive du gouvernement de faire changer une situation. Et encore, qu'est-ce qui peut se passer dans un cas comme ça après une telle condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme? Il y a quoi? Il y a un projet de loi en discussion, mais quelles réponses peuvent être apportées à ça? Les réponses, elles peuvent être variables. Notamment, je reviens toujours sur la limitation donc, du recours à la peine d'emprisonnement, mais aussi au fait, parce qu'il faut absolument qu'on puisse octroyer, donc par exemple, une cellule par personne incarcérée, qu'on puisse également leur reconnaître le droit au travail ou aux activités. Actuellement, du fait de cette surpopulation, on ne peut pas accéder à des activités ou au travail ou à des formations. Or, on sait que c'est fondamental pour la réinsertion future. De même, on sait également que ça limite les droits d'accès au parloir. Et là encore, ça aura des effets quand même sur les liens avec les familles. C'est l'isolement, la surpopulation, c'est le manque de contact avec les proches et c'est aussi la promiscuité des lieux, des locaux. Vous en parlez aussi dans cet ouvrage, Corinne Rostin. En quoi, là encore, vous souhaitez alerter sur cette situation, sur la taille des cellules, des promenades qui sont parfois refusées, du nombre de personnes qui vivent dedans, jusqu'à 20 heures à 22 heures par jour, enfermées dans des pièces de 9 mètres carrés parfois. Et ils sont plusieurs dans cette pièce. C'est-à-dire que là, souvent, ils peuvent être 2, mais parfois, ils sont 3 et parfois, on met un matelas par terre. Donc, on se retrouve avec des situations où chaque détenu n'a pas un tabouret. Et pour se mettre, ils ne peuvent pas se mettre ensemble autour d'une table. On ne peut pas circuler, bien sûr, dans la cellule qui est trop étroite. On vit sur son lit.
Donc, vous imaginez la vie pour des personnes souvent très jeunes, cette inactivité, ça crée de la violence, bien sûr, ça crée des conflits et de la violence. Et là encore, donc on se retrouve dans un cercle vicieux qui ne permettent pas de se construire, de réfléchir à ce qu'on a fait, qui ne permettent pas du tout de se projeter pour la suite. C'est un projet sociologique, votre enquête, Corinne Rostin. Qu'est-ce que vous mettez dans cette idée d'une institution dégradante? Ce qui est intéressant, c'est que vous racontez à quel point la prison, la détention, l'enfermement dégrade les hommes et les femmes qui la vivent et qui la subissent. Dégrade à la fois les corps, mais dégrade aussi les psychismes. Et ça, c'est pour les détenus, et on parlera peut-être après aussi des surveillants. Oui. Ben, il y a par rapport aux personnes incarcérées, on s'aperçoit que la prison, donc l'enfermement, remet complètement en cause l'identité de ces personnes, parce que du moment qu'on rentre en prison, on a déjà à gérer finalement son rapport à la cause de l'incarcération. Donc il y a cette réflexion à mener sur le fait qu'il va falloir justifier par rapport à ses proches, par rapport aux autres co-détenus, voire par rapport, je veux dire, lors du procès, par rapport au public. Il y a cette remise en cause qui est très forte, et du coup, ces personnes ont aussi à gérer leur vie en prison. C'est-à-dire, en maison d'arrêt, c'est vraiment un mode de survie. On se bat pour survivre finalement au quotidien par rapport aux autres détenus. Il faut savoir se présenter, avoir une présentation de soi convenable, ce qui n'est pas évident. Cela dépend vraiment de ce qu'on a fait. On est souvent très isolé, donc là encore, certaines personnes le sont moins que d'autres. Mais donc ce sentiment de dégradation de son état du fait de la peur aussi, quelle sera la peine que je vais endurer, comment je vais pouvoir tenir dans la durée. Et c'est un environnement qui est quand même, là encore, très contraignant, avec des relations avec les personnels qui créent de l'assujettissement aussi. On se retrouve finalement avec un sentiment de déresponsabilisation permanent. On parle souvent d'infantilisation. Et on se retrouve aussi avec des personnes qui ne savent plus vraiment comment envisager leur vie, maintenir leurs liens, leurs anciens rôles sociaux. Par exemple, voilà, les parents d'enfants perdent un petit peu de leur crédibilité vis-à-vis de leur enfant. Ils perdent aussi le contact très souvent. Donc on ne sait plus à quoi se raccrocher. C'est cet isolement, finalement, cette rupture avec les rôles antérieurs qui conduisent à ne plus savoir vraiment qui on est et comment on va pouvoir s'en sortir. Et ce qui dégrade aussi, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité des lieux, mais aussi celle qui naît d'un contexte particulier de l'enfermement et de la violence qui existe entre quatre murs, entre détenus, violence aussi subie par le personnel. Je vous propose d'écouter un extrait d'un témoignage de détenu. Il est tout jeune, il a été incarcéré au Baumettes. C'est un extrait du film de Jean-Robert Vialet et Alice Audio, Des hommes, film sorti en 2019. Je suis arrivé, j'avais arrêté déjà la scolarité depuis mes 13 ans. J'avais arrêté après, je traînais dans les quartiers, tout ça, comme tous les jeunes font de maintenant. Et à 18 ans, j'ai fait une connerie. Quelques mois après, ils m'ont arrêté. Ils m'ont condamné à 8 ans. 8 ans ferme. J'ai pas été intelligent. Là, j'ai niqué toute ma petite jeunesse, là. J'ai niqué. La première année, ça n'a pas été long. C'est là, la deuxième année, elle pèse un peu. C'est bien si on connaît du monde, déjà. Après, si on connaît pas le monde, il faut avoir les couilles, c'est tout. C'est tout, le premier qui cherche, faut l'emplâtrer direct. Après, si ça devient trop dangereux, on sort un couteau. C'est comme ça, nous on les fabrique, c'est facile à fabriquer. Tous les détenus savent comment on fabrique un couteau. Tout le monde connaît, voilà. Surtout au Baumettes, je peux vous le dire. Il y a eu plusieurs morts cette année, déjà. En promenade, à la douche. Et voilà, toujours pareil, la détention. C'est la jungle. Voilà. Al tiro y yo volví a tirar, que lo merito 4 o 5 dicen que las cosillas se arreglarán.
Vous évoquiez tout à l'heure la question du droit qui en prison ne peut être analysé indépendamment du contexte que représente l'enfermement. La prison, zone de non-droit, c'est une jungle, nous dit à l'instant ce détenu des Baumettes. Cette idée d'un lieu où les rapports de force sont loin d'avoir disparu. Au contraire, il faut se battre pour vivre, voire pour survivre, Corinne Rostin. Oui, surtout, on pourrait dire que c'est vraiment ces incidents sont vraiment plus fréquents, les bagarres sont beaucoup plus fréquentes, notamment en maison d'arrêt. Là, faut s'affirmer, il faut faire sa place, notamment sa place dans la hiérarchie carcérale. Donc, c'est ce que nous raconte ce jeune. Alors que les violences sont beaucoup plus graves en maison centrale, où là, justement, c'est beaucoup plus avec des outils, notamment des couteaux fabriqués. Donc, oui, cette violence. Alors, c'est aussi un monde de l'entre-soi masculin, là, qui est évoqué, c'est-à-dire que c'est aussi un monde viriliste où on cherche vraiment à paraître sauvage pour s'imposer par rapport aux autres. L'entre-soi féminin joue différemment, on va dire. On n'est pas dans ce même rapport de force, même s'il y a aussi des conflits, bien sûr, assez fréquents. Donc là encore, quand on parle prison, lesquels, c'est-à-dire que c'est pas du tout le même régime en maison d'arrêt, maison centrale, mais aussi au sein des prisons de femmes ou au sein des prisons d'hommes. Et vous avez aussi rencontré dans le cadre de vos enquêtes des surveillants qui vous ont raconté comment eux étaient témoins de ces échanges, de cette montée de la violence dans les prisons et une fois encore la surpopulation attisant, augmentant aussi cette promiscuité et du coup ce sentiment d'être en permanence en contact avec les autres. Ces surveillants qui vous ont aussi parler de la question du suicide en prison avec la France qui, là encore, se distingue par un taux de suicide beaucoup plus élevé que dans les autres pays européens. C'est Jean-Marc qui vous raconte la première fois qu'il a vu un homme qui s'est suicidé. C'est Bertrand aussi, autre surveillant, qui raconte qu'on ne peut pas prévoir un suicide. Jean-Marc, il vous dit « J'ai connu 2 pendus en 7 ans. Ils le font sans rien dire. C'est très dur, c'est très choquant. On ne s'y fera jamais. J'ai mis des mois à m'en remettre. Il m'a fallu des mois pour ne plus avoir peur d'ouvrir la porte des cellules. C'est difficile à vivre, on n'a aucun soutien. Le suicide d'un détenu, ça c'est dur. Nous, on est impuissants. Il n'y a rien de plus difficile que l'impuissance. Pour tout surveillant, ça marque à vie. » Quelle réponse peut être apportée à cela, Corinne Rostin ? Alors, c'est vrai que les réponses actuelles, c'est vraiment des formations sur la prévention donc des suicides en détention, parce que pendant très longtemps, on parlait surtout du rôle des surveillants vis-à-vis de la sécurité et de la prévention des évasions. Et de plus en plus aujourd'hui, on se rend compte que les surveillants ont un travail finalement de care, c'est-à-dire de prévenir ces gens qui vont mal. Alors, et care dans le sens de soins, de prise en charge presque. Ouais. Et du coup, prévenir donc ces situations parce qu'on est en face d'une population qui, n'oublions pas, on a parlé de précarité, qui est très précaire, mais qui aussi souffre de nombreuses addictions, qui souvent a connu des passages en hôpital psychiatrique. Donc là encore, une population fragile et qui, du fait également de l'enfermement, qui accentue également les effets donc, sur certaines pathologies, qui, bien sûr, remet en cause, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ces éléments-là font que la pression est forte sur les individus qui peuvent craquer. Et les suicides se commettent en général vraiment très, très rapidement au moment de l'incarcération, rarement pour les longues peines, même si la plupart des longues peines rencontrées nous racontent qu'ils ont déjà commis une tentative de suicide. Donc on voit bien que c'est omniprésent. Pour les personnels, c'est donc ça fait partie de ce travail permanent et surtout qui fait peur parce que quand on ouvre la cellule, qu'est-ce qu'on va trouver? Comment on peut prévoir? Il faudrait donc pouvoir parler, développer cette relation carcérale, pouvoir prendre le temps. Or, les surveillants qui gèrent 50 à 80, voire 100 personnes à leur étage n'ont pas le temps de gérer, n'ont pas le temps de parler avec chacun, de prendre en compte. Et ce travail pourrait être également mené aussi avec des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, c'est-à-dire les travailleurs sociaux. Mais là encore, ils ne sont pas assez nombreux pour assurer ce travail. Donc, il y a vraiment
un manque en fait. Les personnes incarcérées souvent réclament cette communication avec des personnes. Voilà. Voilà, Ils aimeraient pouvoir parler. Ouais, ce que vous racontez dans ce déplacement aussi du rôle à la fois des surveillants, ce que racontait déjà à l'époque, il y a une vingtaine d'années, Véronique Vasseur, qui était médecin-chef à la santé, qui racontait son expérience de médecin à la prison de la santé, des consultations proches de la cour des miracles, des conditions d'incarcération sans hygiène, une sorte de misère récurrente et là encore un manque de personnel. Corinne Rostin, vous êtes avec nous pour quelques minutes encore sur France Culture à l'occasion de la parution de votre essai, enquête chez Gallimard, une institution dégradante, la prison. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Et la prison a changé, mais pas suffisamment. Et vous l'écrivez, Corinne Rostin, des changements sont incontestables, mais les réformes et les transformations de la prison semblent bien dérisoires au regard des exigences démocratiques. Parce que, et on l'évoquait en ouverture, vous revenez et vous enquêtez avec cette perspective historique qui montre aussi comment cette institution a pu évoluer ou pas suffisamment changer. Vous dites aussi que l'hypothèse de votre essai, c'était de montrer les blocages et plus généralement le décalage persistant entre cette institution et les exigences démocratiques qui tiennent à la dimension morale de l'institution carcérale. Quels sont ces blocages que vous avez pu identifier dans ce rapport, cette articulation particulière avec la dimension morale du lieu, de l'institution ? L'institution carcérale, donc oui, a une dimension morale parce que finalement, elle est tout à fait le contraire de la démocratie. La démocratie, c'est la liberté, c'est l'égalité. La prison, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est la privation de liberté et c'est une institution pauvre qui essentiellement gère des pauvres et des illégalismes populaires. Donc on se retrouve avec une dimension, c'est un objet finalement embarrassant parce que à chaque fois, que faire de ces personnes ? Que faire de ces personnes qui ont transgressé les normes de notre société ? Comment réagir face à eux ? Donc, on a pensé à les enfermer, mais au départ, à la création donc, de la peine de prison, notamment en 1791, l'idée, c'était vraiment de les transformer. C'est-à-dire que c'était vraiment le projet, on les enferme, mais en même temps, on va les redresser par le travail, par la religion et par la punition. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte, très très vite finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que 30 ans après déjà, on n'y croyait plus. C'est-à-dire que le projet de changer, de transformer l'individu incarcéré ne fonctionnait déjà pas. Mais on a continué. Mais ça continue à faire partie aussi de nos préjugés sur les missions de la prison, en tout cas de ce qu'on attend d'elle. Et vous le dites aussi, hein, pour beaucoup, dans nos opinions, les imaginaires, la prison, c'est pas non plus un hôtel, c'est pas un lieu de vacances. La prison, elle doit être associée à la souffrance et la société, la collectivité ne supporte pas l'idée que les détenus vivent mieux que la société, qu'il faut quelque part que les conditions d'existence des détenus soient mauvaises pour qu'elles soient justes, qu'elles soient vraiment perçues comme une contrepartie par rapport au délit ou au crime qui a pu être commis et justifier cette peine-là. Hein. Oui, punition rime avec souffrance, c'est-à-dire que c'est vraiment cette idée qu'il faut faire souffrir, alors qu'on ne se rend pas compte que justement ces personnes vont sortir de prison. Et donc, si on les fait trop souffrir, elles vont peut-être sortir avec encore plus de rage. Et finalement, elles vont peut-être pas s'en sortir et donc récidiver. Donc, pour la protection de la société, c'est peut-être pire comme solution. Donc, on a du mal à imaginer autrement. C'est-à-dire qu'on est toujours avec cet imaginaire, oui, de faire souffrir, de punir, mais sans le dire, parce qu'officiellement, dans les missions de la prison, c'est l'exécution des peines, et puis c'est la prévention de la récidive, et puis c'est donc la réinsertion. Et on voit bien que la prison ne marche pas sur ses deux jambes, on va dire, puisque la mission centrale, c'est une mission sécuritaire, c'est une mission donc, qui vise à maintenir ces personnes dans des conditions peu dignes. Et donc, tant qu'on ne veut pas reconnaître qu'il y a besoin de dignité, de reconnaître de la dignité à ces personnes, on ne pourra pas donc améliorer la situation. Vous êtes entrée, vous, en prison comme sociologue, Corinne Rostin, avec un témoignage qui vous avait particulièrement marqué, bouleversé, celui de l'auteur de La Cavale, Albertine Sarrazin. Je vous propose qu'on écoute ces mots avant de se quitter, parce qu'elle évoque justement la question de la vie d'après. Qu'est-ce qui se passe après la prison ?
On est menacé d'oublier très vite, justement, quand on sort et qu'on n'y vit plus. Alors c'est pour ça que j'ai écrit La Cavale. Il ne faut jamais oublier la prison, c'est le seul moyen de ne pas y revenir. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez comme travail à faire? Rien. Les aiguilles à tricoter, les aiguilles à coudre, enfin tout ça est interdit, alors on ne peut que lire, écrire si on veut. Est-ce que la liberté, vous la symbolisiez par quelque chose de particulier? Dormir. Dormir. C'est formidable parce qu'on est fatigué. Dans une vie où on ne fait pratiquement rien, où on ne marche pas, où on est enfermé toute la journée, on n'a qu'une idée en sortant, c'est de dormir, de se reposer. On est fatigué. C'est très curieux. Albertine Sarrazin, quel est le sens de cette extraordinaire et à la fois douloureuse expérience que vous avez vécue? La prison, c'est toujours plus ou moins un non-sens, mais justement, j'ai essayé de transformer le non-sens. J'ai essayé de profiter de tout ce qui m'est arrivé, bon ou mal, pour en tirer quelque chose. Albertine Sarrazin, en 1965, questionnée justement sur le sens de cette aventure extraordinaire et particulière qu'elle avait pu vivre. Vous rappelez-vous aussi, à partir de ce témoignage, et vous pouvez peut-être nous dire déjà comment il vous a fait réfléchir, à quel point aussi la question de la sortie de la prison, le sens de cette peine et comment on en ressort reste un impensé. Oui. La prison donc reste centrée sur cette organisation défensive par rapport, elle dresse des murs, elle a peur des relations avec la société, alors même que la plupart des personnes incarcérées vont sortir un jour de prison. Il faut vraiment se le dire, même des personnes condamnées à perpétuité, à 20 ans, à 30 ans, sortiront de prison, à part les personnes qui sont décédées ou qui se sont suicidées en prison. Donc, et là, c'est un impensé, c'est-à-dire qu'on ne se prépare pas à la sortie, les personnels sociaux ne sont pas assez nombreux pour justement préparer la sortie et la réinsertion, et les personnels même en prison sont trop accaparés à survivre pour préparer leur sortie. D'ailleurs, cette sortie, souvent, ils ne peuvent même pas l'anticiper, ils n'ont pas une date précise de sortie, donc c'est un impensé total et ça fait qu'on a du mal à se projeter. Alors c'est un petit peu moins le cas pour les longues peines quand même, il faut le préciser, qui ont le temps, mais pour les courtes peines, il n'y a absolument pas le temps même de se former, de penser à ce qu'on va faire dehors, et certains d'ailleurs sortent sans vraiment d'argent, sans même parfois un logement. Oui. Or, penser la sortie de prison, c'est penser tout simplement déjà la peine et le moment qui est vécu par ces détenus. Vous parlez d'une fiction nécessaire aussi à la pérennité de la prison. Corinne Rostin, c'est ça, hein? Oui. Pardon. Et les problèmes aussi de récidive qui sont quand même encore trop fréquents. C'est-à-dire quand on voit que presque une personne sur deux va se retrouver dans les 5 ans de nouveau incarcérée. Et pour les personnels, ce sentiment d'un travail qui ne sert à rien, d'un sale boulot, parce que du coup, c'est un boulot. On retrouve toujours les mêmes personnes. Et comme Albertine Sarrazin a été multirécidiviste à son époque, donc on se retrouve dans cette continuité, cette récurrence des peines. Et voilà, quand on voit des personnes détenues qui vous disent « Regardez, j'ai tenu 6 mois cette fois-ci entre 2 peines », vous voyez, le beau combat, je veux dire, quelle réussite. Merci à vous, Corinne Rostin, d'avoir été avec nous à l'occasion de la parution d'une institution dégradante, la prison. Vous êtes venu de Lyon, où vous enseignez, vous êtes professeur à l'université Lyon 2, pour nous parler de ces conditions de détention aujourd'hui en France. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean Bulot et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table Culture. Merci à eux, avec l'aide précieuse de Valentine Alloin et de Cathy Renaud. À la réalisation aujourd'hui, c'était Félicie Faugère avec Jacques Hubert.